Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Dans un monde où vivre n'est pas toujours du gâteau, vous avez décidé d'offrir un moment de douceur avec des madeleines en forme de chanson. Bonjour Anne-Silla. Bonjour. Alors on va évoquer cet album effectivement qui est un album important. D'habitude on parle toujours des dates pour les clés d'une vie, on parle toujours de nouvel album à la fin, mais là on va innover après 1091 émissions en parlant au début, car cet album va être le cœur de l'émission et on va commencer avec une date, le 25 novembre 2022, sortie de Madeleine. Et c'est un album que vous avez voulu réaliser en 3 mois. Oui, qu'on a réalisé, c'est vrai, assez vite, mais qui m'a paru plutôt simple à mettre en place dans le sens où j'avais déjà les chansons en tête. Ça fait longtemps que je les ai en tête. Elles me sont venues très vite en fait, donc c'était facile. Alors les madeleines sont des chansons effectivement qui ont marqué votre époque et notre époque et que vous interprétez à votre façon. Et l'idée, je crois, est venue lors d'une conversation avec votre contrebassiste. Ah oui, c'est possible que ce soit ça. En fait, je discutais avec Ilan Abou, qui est mon contrebassiste sur scène, qui est aussi la personne qui a co-réalisé avec moi le titre Je reviens te chercher, de la reprise que j'avais fait de Gilbert Bécaud. Et justement, on discutait ensemble de cette reprise-là et je me disais, en fait, c'est marrant parce qu'il y a des gens un peu plus jeunes que moi qui m'ont fait la remarque et qui ont cru en fait que c'était ma chanson et qui ont découvert la chanson par ce biais-là, en fait, par le biais de The Voice à l'époque. Oui, Star Academy, l'orange, le générique, on pensait que c'était celui de l'émission. Exactement. Et en fait, je me suis dit, mince, ces gens-là loupent des pépites incroyables que j'ai eu la chance de connaître parce que je les écoutais quand j'étais petite, ou que mes parents les écoutaient, ou que mes grands-parents les écoutaient. Et donc, j'en ai parlé avec Ilan et on s'est dit pourquoi pas faire un vrai album de reprise, en fait. Voilà. En même temps, vous connaissiez beaucoup de chansons, il fallait en trouver 12. Il fallait en trouver 12, il fallait surtout les choisir parce qu'évidemment, j'ai eu énormément d'idées, mais après, je voulais plutôt des chansons populaires. Je voulais pas partir dans le Barbara, Léo Ferré, Jacques Brel, même si c'est très populaire, mais je veux dire, je voulais vraiment des chansons qui sont aussi parfois pas forcément les chansons les plus évidentes dans les albums des artistes que j'ai choisis. Par exemple, Hervé Villard, j'ai choisi Nous au lieu de Capri, c'est fini. Moustaki, ça aurait pu être Ma Liberté, mais j'ai choisi Le Temps de Vivre. Enfin, voilà, on va en parler. Nous, justement, on va l'écouter par vous. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur, une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu es parti, grandi comme une déchirure, comme une blessure, mais pourquoi? Alors là, c'est une chanson symbolique, je crois, parce que je crois que c'est à Firminy que vous avez fait vos débuts dans la chanson. Oui. Exactement. J'avais 14 ans et un ami de mon oncle à l'époque, qui s'appelle Michel Mandin, dit à mon oncle, savait que je chantais en fait et que je rêvais un petit peu de faire du chant, et il dit à mon oncle, est-ce que ça lui dirait à Anne de faire la première partie d'Hervé Villard? Alors moi évidemment je savais pas du tout qui c'était, mais j'avais très peur parce que je me souviens qu'il y avait 1300 personnes et pour moi c'était vraiment énorme quoi. C'était le Firmament, ça s'appelait la salle. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette chanson. En fait, j'ai fait la première partie et ensuite j'ai regardé le concert d'Hervé Villard des loges, enfin des coulisses. Et ça a été la première fois que j'assistais, on va dire, à un concert sur scène, quoi. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à partir de là, je suis devenue un peu fan d'Hervé Villard pendant que tous mes potes écoutaient Metallica, quoi. Il est au courant, Hervé Villard, de cette reprise? Non, il n'est pas encore au courant. Il faut que je lui dise, mais je sais pas. Il va falloir que je trouve un moyen de le dire. Parce que c'est vrai que j'ai toujours peur que ce soit pris de la mauvaise façon. Mais... Oh non, il n'y a aucune raison. Alors en plus, vous avez fait évoluer le rythme. C'est pas du tout le rythme d'Hervé Villard, c'est autre chose. Non, c'est pour ça, voilà. C'était obligatoire, ça, pour toutes vos chansons. Oui, je pense qu'il faut respecter quand même les artistes et les interprètes et les compositeurs, les auteurs. Et je pense que quitte à reprendre quelque chose, autant y ajouter quelque chose de personnel. Après, c'est vrai qu'il faut le juste milieu entre respecter l'artiste et respecter la chanson et en même temps s'en détacher un peu, quoi. Voilà. Alors il faut trouver que Nous, c'est une chanson, il était parti en Amérique latine pendant des années, il revient en 79 et après 3 ans de silence, il enregistre Nous, c'est 3 disques d'or et il revient à l'Olympia où le succès est au rendez-vous. Ce qu'il n'imaginait pas, il pensait que ça serait fini, vous voyez, c'est fou. Ouais, hein. Ouais, je savais pas ça.
Alors, la musique est de Toto Cutugno. Et Toto Cutugno, je ne sais pas si vous le savez, ça a été le musicien favori de Jodassin. Toto Cutugno, il a vendu 95 millions de disques dans le monde. 95 millions. Ouais. Il a écrit une seule chanson en français, la composition, c'est En chantant, de Michel Sardou. Et il était effectivement le compositeur favori de celui que vous chantez également, Jodassin. Pourquoi cette chanson de Jodassin et pourquoi Jodassin, Anne-Sia? Alors pourquoi Jodassin? C'est parce que c'est ma maman qui écoutait beaucoup Jodassin. Et en fait, il se trouve que j'ai fait une reprise de Jodassin une fois piano-voix, qui est une chanson qui s'appelle De ton côté du lit ou de l'autre côté du lit. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer, suite à cette reprise, Claude Lemel, qui avait écrit les paroles de cette chanson. Et voilà, on s'est rencontrés. Ça a été rigolo parce que c'est lui qui avait aussi écrit les paroles de nous. Donc c'était assez rigolo. Et j'ai décidé de reprendre cette chanson-là. Et ce qui est assez marrant quand même, il faut le dire, c'est qu'on a eu la même idée avec M et avec Garou, quoi. Oui, extraordinaire. Parce qu'il s'est quand même passé exactement la même chanson au même moment, la même sortie, quoi. Alors il se trouve qu'en plus, Lemel comme Delanoë, Pierre Delanoë souffrait avec Dassin parce qu'il était d'une précision diabolique. Un mot ne lui plaisait pas, il téléphonait à 4h du matin à ses auteurs pour dire qu'il faut changer ce mot-là. Et ils n'ont résisté qu'une seule fois lorsqu'il a refusé une chanson en disant mais Marie Laurencin, ça ne dira rien à personne. Ils ont insisté, ils ont eu raison, ça a été l'Interindien. Mais personne n'imaginait, à commencer par Dassin, que ces chansons lui survivraient. Ah oui, c'est drôle. C'est fou parce que on se demande ce qu'il se disait lui à l'époque et s'il savait à quel point ça allait être pas du tout. Énorme. Quoi. Ah non, lui il faisait son boulot, il faisait de la scène, il a eu des hauts et des bas, il a eu des trous dans sa carrière, il avait des soucis aussi de santé et d'angoisse en permanence, il n'était pas toujours facile à interviewer, je peux vous le dire, mais il n'imaginait pas qu'aujourd'hui dans les écoles on apprendrait les Champs-Élysées. Oui, c'est vrai que c'est fou. Hein. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a eu aussi du mal à démarrer, un peu comme Dassin, parce que ça n'a pas été évident, et vous le chantez aussi. Que Daniel Guichard, s'il n'a pas entendu la chanson, on va être surpris. Ça, c'est sûr. C'est vrai que là, on s'est beaucoup éloigné de la version originale. Et pourquoi? J'avais envie d'en faire une chanson qui disait d'en faire une musique qui disait vraiment faut pas pleurer. Donc je me suis dit on en fait un truc sur lequel on peut danser en imaginant que les gens dansent dessus, quoi. Et voilà, et c'est vrai que j'aime beaucoup la version d'origine et j'avais pas vraiment envie de repasser dessus parce que je pense que si on veut l'écouter, on écoute la version de Daniel, quoi. Oui, effectivement, c'est un de ses premiers succès à l'époque. C'est qu'il n'avait pas de quoi manger tous les jours. À une époque, Daniel Guichard, c'était une baguette quand il trouvait l'argent pour ça. Il travaillait dans des cabarets minables. Et un jour, il va voir Jean-Marie Rivière à l'Alcazar avec son accordéoniste. C'était une revue totalement délirante. C'était pas pour lui, mais comme Rivière l'a trouvé sympa, il a dit faut aider ce jeune homme. Il l'a pris tous les soirs. Et quand Daniel Gérard a eu du succès, pour remercier Jean-Marie Rivière, il est venu tous les soirs encore à l'Alcazar. En fait, c'est souvent des rencontres, j'ai l'impression, et des moments déterminants, quoi, dans les carrières des gens. C'est vrai qu'il y a souvent ça, quoi. C'est souvent une rencontre qui change tout et puis qui trace un autre chemin auquel on ne s'attendait pas, quoi. Cette chanson, Faut pas pleurer comme ça, en fait, vous l'avez découverte dans un film, je crois, Anne-Silla. Oui, je l'ai découverte dans un film qui s'appelle Quand j'étais chanteur. C'est un film avec Depardieu et Cécile de France. Et j'avais été très touchée en fait par cette chanson-là. Je l'avais trouvée magnifique, mais j'adore ce film en général, quoi. Mais... Et en même temps, des chansons d'hommes, il faut les adapter à des femmes. Oui, alors il y en a certaines qu'on a adaptées. En fait, il y en a une.
c'est le premier pas qu'on a juste, qu'on a juste féminisé, si je peux dire. Mais sinon, pour les autres, j'ai décidé de garder le côté masculin dans les chansons. Je me suis dit, il faut faire des choix. J'avais pas envie de tout changer. Mais je trouvais ça rigolo de dire j'aimerais qu'il fasse le premier pas. Ouais. Et cette chanson, Faut pas pleurer comme ça, dans votre famille, on la connaissait aussi? Non, on la connaissait pas trop, je pense. C'est moi qui l'ai découverte avec le film. Alors, le disque s'appelle Madeleine. C'est une référence à Madeleine de Proust, je suppose. C'est ça, et puis c'est aussi en fait le prénom de ma grand-mère, du côté de ma maman, qui s'appelait Madeleine. Et donc je me suis dit que c'était rigolo. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on ne sait absolument pas si Proust parlait de sa Madeleine. Car il y a 2 autres versions du livre. En 1907, il se souvient avec émotion du goût de pain grillé mêlé au miel. Et dans une seconde version, il parle de biscottes. Donc on ne sait pas si la Madeleine a vraiment existé ou si c'est une légende. En tout cas, il y a du gluten. Exactement, oui. On ne sait pas. Mais effectivement, vous avez beaucoup de Madeleine comme ça dans votre cœur? J'en ai énormément, et c'est vrai que la musique, pour moi, c'est peut-être la source la plus grande de Madeleine, quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup du goût et du fait que ça nous rappelle en un instant plein de choses, des gens, des moments. Et je pense que la musique a ce pouvoir-là aussi, en fait, de nous ramener directement à un endroit précis avec quelqu'un, avec le temps qu'il fait, les odeurs. Eh ben, on va continuer à parler musique avec une autre date que vous n'avez pas oubliée, le 21 février 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Anne Silla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Silla, cet album Madeleine où vous reprenez des chansons qui ont marqué toute une génération, voire plusieurs. Alors, on en a évoqué déjà 3, il y en a beaucoup d'autres, il y en a 12 dans cet album. Et si je parle du 21 février 2015, c'est pas sans raison, vous comprendrez pourquoi, c'est vos débuts dans The Voice. Oui, c'est vrai, 21 février. C'est vrai que je me souvenais pas de la date précise. Je me souvenais que c'était 2015, mais je me souvenais pas de la date précise. Vous n'imaginiez pas que ça allait changer votre vie? Non, pas du tout. Mais je crois que j'imaginais vraiment rien de ce qui allait se passer à ce moment-là dans ma vie. Bien, ça, à la limite, ça vous concernait pas? C'est-à-dire que j'étais un peu... J'y suis allée un peu pour voir, je reconnais. Et puis finalement, je me suis fait avoir, quoi. Voilà. Alors, vous êtes arrivé 2e, je crois, ouais. Mais tout le monde pense que vous avez gagné. Oui, c'est drôle. C'est curieux, hein. C'est drôle, mais c'est gentil, ça me fait plaisir. Et puis, je considère que Lilian, qui avait gagné à l'époque, méritait amplement sa victoire. Alors, pourquoi je parle de The Voice? C'est parce que la chanson qu'on va écouter, eh bien, l'artiste a débuté également dans un concours de chant, chanson que vous interprétez dans cet album, Anne Silla. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, et l'oiseau sur la branche pleure et sortilège. Un des premiers succès de Salvatore Adamo, Tombe la neige. Pourquoi cette chanson? Alors là, c'est une chanson que mes parents écoutaient vraiment beaucoup. C'est une chanson qu'ils écoutaient que du coup je connaissais par cœur. Et puis ce qui est rigolo, c'est que j'ai rencontré Adamo il y a pas longtemps parce qu'il est venu chanter avec moi. Il m'a fait une surprise sur une émission de télé. Et voilà, j'ai été très touchée parce qu'il a aimé cette reprise et j'ai trouvé ça beau le fait de pouvoir le rencontrer, quoi, et pouvoir chanter avec lui. Il n'y a pas plus gentil qu'Adamo. Ah, il est adorable. Adorable. Il a toujours été gentil. D'ailleurs, les caricaturistes s'en sont servis, mais il a toujours été très très poli et très gentil depuis, vous permettez, monsieur. Il est adorable, vraiment. Alors, pourquoi je parle d'un concours? C'est qu'en fait, Adamo a écrit ses premières chansons à 14 ans. Je ne sais pas si vous le savez, Anne Silla. Il a fait des concours d'amateurs et à chaque fois, il est sorti vainqueur. En Belgique. Hein. Des concours d'écriture ou de chant? De chant. De chant, d'accord. Il écrivait, il composait, il chantait. Il gagne à chaque fois en Belgique. Et à Mons, au Théâtre Royal de Mons, en Belgique, il remporte un crochet de ce qui est alors Radio Luxembourg. Donc, il est sélectionné pour venir à Paris pour la finale. D'accord. Donc, sa famille n'a pas beaucoup d'argent. Il prend le train avec sa guitare et son père. Et puis, c'est le temps des attentats de l'OAS, où Paris est bouclé parce qu'on craint des attentats. Et à la gare du Nord, il n'a pas d'argent. Il va dormir à la gare du Nord avec son père, avec sa guitare. Ah. Et qu'est-ce qui se passe? La police repère la guitare, l'emmène au poste pour vérifier que c'est pas un fusil et qu'il va pas commettre un attentat. C'est fou, hein? Et finalement, il a fait le concours à l'Olympia et il a gagné.
Ça a été le début de sa carrière. Alors, cette chanson, elle vous touche particulièrement, en dehors du fait que vos parents l'écoutaient? Bah oui, elle me fait vraiment. Alors, pour le coup, elle me fait vraiment l'effet Madeleine de Proust, quoi. C'est-à-dire que je me vois à la fenêtre en train d'écouter cette chanson dans l'appartement à Valence à l'époque. Alors, il n'y avait pas encore ma petite sœur, parce que ma petite sœur est née plus tard. On était avec mon petit frère, et puis mes parents écoutaient ça, mais quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 8-10 ans, quoi. Et c'est vrai que je m'en souviens, elle me touche cette chanson et je trouve ça beau parce que j'ai l'impression que quand la neige tombe, il y a effectivement cette espèce de mélancolie un petit peu liée à de l'espoir, quoi. Et je trouve que cette chanson, elle représente bien ça. Voilà. En même temps, c'est l'époque où on écoutait des 45 tours. Vous aviez le 45 tours, je pense. Je crois que oui. Hein. C'était un 45 tours blanc, il me semble. Alors, je sais plus ce que c'était parce que je me souviens plus de la pochette, mais je me souviens que je pense que mes parents écoutaient sur des 45 tours, quoi. Et vous aviez un Tépaz à la maison comme tout le monde? C'était une sorte de... Je sais plus comment c'était. C'était énorme. Ouais, c'était gros. On appelait ça des phonos. Oui, puis après on a découvert qu'on pouvait peut-être écouter sur l'ordinateur. Enfin, c'était drôle, je me souviens. Ouais, il y avait aussi la radio dans la voiture à l'époque. C'est vrai. Vous écoutiez toutes les chansons françaises? Vous écoutiez la radio? J'écoutais la radio, mais c'est un peu plus tard. Mes parents m'avaient acheté un poste de radio et donc évidemment je faisais croire que j'allais dormir. Je disais bonne nuit à tout le monde et puis j'allumais la radio et puis j'écoutais à fond toutes les chansons. C'est comme ça que j'apprenais les chansons en fait. Voilà. Et personne vous a remarqué? Non, bien sûr que non. Ou alors ils le savaient mais ils m'ont rien dit. Alors, il faut savoir que cette chanson Tombe la neige, je ne sais pas si vous le savez, c'est un succès au Japon. Elle est restée en tête du hit parade pendant 72 semaines au Japon. Dingue. Et il a appris la chanson en japonais et il l'a inscrite au programme de ses récitals dans le pays où il est un dieu vivant là-bas. Mais c'est dingue. Et donc, il la chante en japonais là-bas? Bien sûr, il la chante en japonais. Mais vous savez qu'il chante dans le monde entier. Il va falloir que je la reprenne en japonais, alors. Je pense, oui. Vous ne serez pas au japonais absent. Donc, et en même temps, on ne le dit jamais en France, mais il chante dans des stades de 40 000 places au Mexique. Mais c'est partout. Dingue. Oui, il est vraiment un chanteur international, quoi. C'est fou. Mais c'est vrai que le pouvoir de la musique, c'est dingue, quoi. Et même le pouvoir d'une chanson, parce que ça lui a permis, je pense, de faire le tour du monde, quoi. Voilà. Et ça a été le cas de Je reviens te chercher, qui a été tout de suite quelque chose qui vous a marqué. Oui, c'est exactement ça. Je pense que je ne sais pas exactement pourquoi on choisit une chanson, pourquoi on choisit de s'attacher à une chanson. J'imagine que c'est peut-être un petit peu comme on fait avec les gens, comme ça se passe dans une histoire d'amour, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le pouvoir de l'attachement entre une chanson et un humain, il est grand, quoi. En même temps, même dans votre génération, écouter des chansons françaises, c'était pas si fréquent, Anne-Silla? Non, c'est vrai que c'était pas très fréquent, mais j'avais quand même baigné là-dedans. Enfin, c'est vrai que j'étais beaucoup dans Barbara et Léo Ferré quand j'étais enfant. Parce qu'il faut dire qu'aussi mon père apprenait le français avec les chansons françaises, puisqu'il est d'origine turque. Et donc, il continuait d'apprendre, quoi. Et je crois qu'il en avait besoin lui aussi. Donc, si vous voulez, j'entendais toujours de la chanson française, quoi. Mais à l'école, c'était pas forcément bien vu par vos copines? J'en parlais pas trop, je crois, des chansons françaises. Qu'est-ce que je faisais? En fait, la musique, c'était un petit peu sur le côté. Et puis, à un moment, je crois que c'est vers peut-être première terminale que j'ai commencé à dire que je voulais chanter. Mais à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'arrangeais les gens, quoi. Je savais que, par exemple, ils voulaient partir à Boston. Donc, s'il fallait faire un concert pour gagner de l'argent, j'allais chanter. Je trouvais des moyens, quoi. Voilà. Et dans cet album, il y a aussi une autre chanson qui est un classique que vous avez découvert. C'est Son bleu de Renaud. Oui. 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? De sa gamelle, de sa gapette, c'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ces années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Alors ça, interpréter Renaud, c'est pas facile, c'est un pari, Anne-Silla. Alors pour le coup, ça a été la plus compliquée à reprendre parce que c'est celle qui m'a qui était tellement incroyable. La version originale est tellement incroyable, particulière, et elle a une saveur en fait qu'on ne peut pas vraiment égaler, j'ai l'impression. Et donc c'est pour ça, en fait, à un moment, je me suis dit je vais pas la reprendre. Et puis finalement, j'ai décidé de partir complètement dans quelque chose de complètement différent, quoi. C'est pour ça qu'il y a les cordes, que tout est un petit peu transformé pour que ça fasse pas du tout de
on va dire, d'ombre à la version de Renaud, mais c'est plutôt... de toute façon, la version de Renaud, c'est quand même une pépite, mais vraiment, c'est incroyable cette version. Et je la connaissais pas, je l'ai découverte en faisant l'album. Ah bon? Non, oui, voilà. Et pourquoi avoir choisi les chansons? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je demandais autour de moi aux gens qui me fassent la liste des chansons qui les avaient marquées, que ce soit dans leur enfance ou dans leur jeunesse. Et j'ai dit, donnez-moi vos listes de chansons parce que j'ai envie de découvrir. Je vais pas mettre que les trucs qui m'obsèdent. Enfin, il faut aussi que je découvre des choses. Et donc, voilà, dans une des listes, il y avait Son bleu de Renaud. Puis je me dis, c'est bizarre, je connais pas cette chanson. Je l'écoute, évidemment, les larmes qui coulent au bout de 3 secondes 50. Et voilà, et donc j'ai décidé de la reprendre pour lui donner encore une autre vie, quoi. Mais c'est vrai que c'était très difficile parce que sa version est incroyable, quoi. Voilà. C'est une chanson de l'album à La Belle de Mai. La Belle de Mai, c'est une chanson où il dit un peu de mal de Bernard Tapie, disant qu'il est venu à Marseille et qu'il est reparti. Alors plus tard, il dira qu'il ne tirait pas sur l'ambulance. Et puis surtout, il a eu un procès parce que dans cet album, il y a une chanson, La Médaille, qui a déclenché la fureur des anciens combattants, qui lui ont fait un procès parce qu'il a tenté à l'armée française. Et finalement, il a été jugé, mais ça s'est bien passé parce que la justice a dit que c'était le ministère de la Justice qui aurait dû porter plainte et pas l'armée. Donc, il a été acquitté, il n'a pas eu d'amende, mais il fallait le faire quand même. Ouais. Et bien sûr, le ministère de la Justice n'a pas bougé ensuite. Alors, il y a d'autres chansons dans cet album, on va continuer à en parler avec une autre date, le 17 octobre 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Anne Silla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Silla. Donc on parle de cet album Madeleine avec 12 chansons qui sont des classiques que vous interprétez à votre manière. On en a déjà entendu quelques-unes. Et si je parle du 17 octobre 2017, c'est pour une raison liée à une chanson. C'est vous jouez dans une comédie musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem de Pascal Obispo. Et vous jouez Marie, c'est ça? Oui, c'est ça. Je jouais Marie dans cette comédie musicale qui a été joué au Palais des Sports pendant 3 mois, je crois. Et puis ensuite, on est parti en tournée en France. Et la comédie musicale, vous aimez? Ah oui, j'adore ça. J'adore la comédie musicale. C'est vrai que ça fait partie des choses qui me font rêver. Alors plutôt les comédies musicales aux États-Unis, quoi. Oui, à Broadway. Vraiment Broadway, quoi. Mais c'est vrai que j'ai une petite passion pour ça. Et vous auriez aimé jouer dans d'autres comédies musicales? Ah, j'adorerais, mais c'est vrai que il faut vraiment s'y investir pendant longtemps, en fait. Donc c'est vrai qu'en voulant écrire, c'est peut-être un peu compliqué, quoi, parce que j'ai envie d'écrire aussi. Puis vous travaillez tellement vite, l'album a été réalisé en 3 mois. Là, c'était que l'idée est venue et puis on s'est dit, faut le vivre, quoi. Est-ce que vous avez vu Les Misérables aux États-Unis? Non, j'ai pas vu beaucoup de choses aux États-Unis, mais j'y vais là bientôt. Donc je crois que je vais essayer de me faire je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de tout voir. Voilà. Et le compositeur des Misérables, vous l'avez chanté. Le premier pas, j'aimerais qu'il fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit lui qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas rechercher la manière de le voir, de lui plaire. Alors cette chanson, on est beaucoup à l'aimer puisque le disque s'est vendu à l'époque à 1 million d'exemplaires. C'est Claude Michel Schoenberg qui l'a composé et interprété, et il est le compositeur des Misérables. Je ne sais pas si vous le savez. Ah oui, d'accord. Moi, non, je savais pas du tout. C'était la petite surprise tout à l'heure. Là, je me suis dit, le compositeur des Misérables, d'accord. Oui, c'est lui. Et alors, en fait, il a fait 6 disques. Il était au départ directeur artistique. Il s'est occupé entre autres de Véronique Sanson, de quelques personnes comme ça. Et c'est Franck Pourcel, un chef d'orchestre, qui lui a fait faire un disque contre son avis parce qu'il est timide. Et ça a marché très fort puisqu'il a vendu tout ça. Et il a fait aussi une autre chose. Je ne sais pas si vous le savez. La Chenille, vous connaissez? Ouais. Eh ben, c'est lui aussi, avec la bande à Basile. Et puis un jour, il fait une comédie musicale, le premier opéra rock français avec Alain Bloublil, qui est aussi directeur artistique, qui s'appelle La Révolution française. C'est un succès. Robert Hossein décide de monter Les Misérables à Paris au Palais des Sports. Personne n'y croit.
il le fait, et 1 an plus tard, il y a David McIntosh, qui est le producteur anglais, qui est chez lui un dimanche où il pleut à Londres, ce qui est banal. Il avait acheté ce disque à Paris, il l'écoute, il appelle Schoenberg, il dit, écoutez, si ça vous intéresse, on monte Les Misérables en Angleterre. Et il a dit bien sûr, mais il dit vous allez travailler pendant 2 ans, on va tout refaire. C'est ce qui s'est passé. Résultat, Claude-Michel Schoenberg et Alain Bloublil sont à l'affiche depuis 30 ans dans le monde entier. Mais c'est dingue ces histoires-là. Mais c'est vraiment encore des rencontres et des concours de circonstances, quoi. Et Robert Hossein, en revanche, y a échappé parce qu'il ne prend jamais l'avion. Donc les Misérables, j'y crois pas. Je ne m'associe pas à la version anglaise. Et il l'a regretté toute sa vie. Ah oui. Pourquoi cette chanson ? Alors le premier pas, ça fait partie des chansons que je connaissais moins, alors qui sont moins des madeleines pour moi, mais qui m'ont touchée. Ça fait partie des chansons comme Son Bleu, que j'ai découvert et que j'ai aimé et qui me semblait être importante en fait à partager avec les gens. Je crois que c'est une chanson qui me plaît. Je l'entendais à la radio quand même. Oui. Et j'avais envie de lui donner un petit coup de neuf. En l'adaptant justement, comme vous l'avez dit, en la féminisant. Oui, en la féminisant. Et puis, ce qui est, en fait, là où je suis vraiment fière de cet album, c'est qu'il est fait en live. Alors pas en live dans le sens, il y a du public, mais en live dans le sens on joue tous en même temps. Et c'est ça que j'adore. Et dans le premier pas, on le sent vraiment, je trouve, ce côté, on est tous en train de jouer en même temps et on chante en même temps. C'est-à-dire qu'on ne met pas un piano et ensuite on rajoute des cordes et ensuite on rajoute la voix. Tout le monde joue en même temps dans le studio, quoi. Et je trouve ça génial. Et pourquoi cette volonté ? Parce que ça ne se fait plus, ce genre de choses. Parce que je voulais que ce soit vraiment vivant. Enfin, je pense qu'il y a de moins en moins de musique vivante, malheureusement. Et j'ai besoin qu'on sente ça, quoi. Qu'on sente les respirations, qu'on sente que les gens sont ensemble. Et puis parfois, ça peut donner lieu à même à des petits accidents dans la musique que je trouve magnifiques, quoi. C'est-à-dire que l'orchestre était avec vous comme au bon vieux temps. Ah oui, c'était 1, 2, 3, 4 et puis on y va, quoi. Voilà. Mais vous savez que c'est une chose qui se faisait très souvent, même tout le temps, dans les années 50, 60, 70. Et je me souviens de Charles Trenet qui un jour convoque 50 musiciens pour une chanson, une noix. Puis non, toi non, toi non, toi non, j'en ai pas besoin. Ils sont restés 2 dans le studio. Et c'est vrai que cette chanson fait partie aussi de notre patrimoine. Bah oui, j'ai l'impression que tout le monde... En fait, c'est des chansons. Les chansons que j'ai choisies dans cet album, c'est des chansons dont tout le monde, je pense, connaît la première phrase. Et puis, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que oui, elles sont ancrées quelque part, quoi. Alors peut-être qu'on s'en souvient plus, peut-être qu'on a l'impression qu'on les a jamais connues, mais en fait, elles sont dans l'inconscient collectif, quoi. Oui, et en même temps, c'est une façon de les faire découvrir à la nouvelle génération qui vous connaît. Exactement. Oui, ça, c'est votre but aussi ? Ah bah c'est vraiment le but, en fait, parce que c'est ce qui est arrivé sur la chanson de Gilbert Bécaud, en fait. Et je tiens vraiment à ce que ces chansons soient découvertes, quoi, parce que je pense qu'elles sont tout aussi importantes que ce qui peut sortir aujourd'hui. Oui, on est bien d'accord. Et il y a une chanson qui est dans cet album aussi, qui est moins connue. C'est quoi ? Alors, si on ne connaît pas l'interprète original, on ne la reconnaît pas sur cette version, c'est Jane Birkin. Eh bien oui, c'est Jane. Et chante quoi ? Notre amour fou ne resterait que des cendres. Oui, j'adore la version de Jane. Alors c'est une chanson de Gainsbourg. Oui. On a fait une pochette d'album d'ailleurs qui est un hommage à Gainsbourg, en fait, à une des pochettes de Gainsbourg. C'est juste que lui, il avait un pistolet et des roses et on a mis un petit chat à la place. Oui. Mais c'est vrai que c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'adore le clip aussi où on voit juste Jane qui est assise sur un tabouret qui chante. Et voilà, ça faisait partie des chansons que j'aime vraiment et que je connaissais vraiment par cœur, enfin qui étaient vraiment les madeleines pour moi, quoi. Oui, vous n'avez pas hésité à la mettre dans cet album ? Non, pas du tout. Tout de suite. Ah oui, tout de suite. Et Gainsbourg, vous l'aimez ? Gainsbourg, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'avais envie de choisir quelque chose qui était moins évident. Parce que c'est vrai que on connaît beaucoup Gainsbourg et peut-être moins, par exemple, ce genre de chansons. Et parfois, j'ai envie d'aller chercher des chansons qui sont peut-être pas forcément
les plus évidentes, quoi. Oui, c'est vrai que Gainsbourg-Burkin, on les connaît avec Je t'aime moi non plus. Oui, par exemple. Qui a été interdit par le Vatican, ce qui a fait monter les ventes. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, ils se sont rencontrés sur un film de Pierre Grimblat, où elle arrivait en France. Il a commencé par l'insulter, parce qu'il l'a trouvée très mauvaise, et on connaît la suite. Ah oui, c'est vrai que je me souviens, oui, j'avais vu ça. Et il y a une chanson qui porte presque le même titre que J'aurais voulu te dire que je m'en vais, c'est J'aurais voulu te dire. J'aurais voulu te dire à ton premier sourire mes plus violents délires, le goût de mes désirs. Et des tonnes je t'aime à l'est d'Éden, des mots fous qui résonnent dans les rues de Rome, des murmures interdits au fond de l'Asie, et mes yeux dans tes yeux. Une chanson de Caroline Legrand. Bon, beaucoup de gens ont oublié Caroline Legrand aujourd'hui parce qu'elle a une carrière très particulière. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, peut-être ma plus grande Madeleine, cette chanson. Pourquoi ? C'est la toute première chanson que j'ai chantée devant un public, un vrai public, quoi. Mais un vrai public, c'était pour la fête de la musique, c'était dehors, il devait y avoir 30-40 personnes. Mais, à Valence ouais, c'était à Valence, pardon. Et je me souviens vraiment, je m'en souviens vraiment, je la connaissais encore par cœur et je me souviens du moment, quoi. Et c'est vrai que c'est une chanson que j'adore. Alors, c'est une chanson qui a eu un succès en 1989, qui a atteint la 6e place du top 50, qui s'est vendue à 200 000 exemplaires. Mais après, Caroline Legrand, bon, elle a fait un album avec Didier Barbelivien en changeant son C en K. Et puis ensuite, elle a fait des décors pour la télévision, pour le cinéma, pour la mode. Elle a fait des peintures. Elle s'est mise à défendre les animaux. Et elle a fait un groupe, Caroline Legrand Blues. Et elle est revenue encore sous le nom de Zaya. C'est pas facile de mener une faut carrière. Suivre. Voilà, faut suivre. Et cette chanson, vous l'aviez découverte comment ? En fait, c'était... j'étais rentrée dans un groupe de chanteuses au conservatoire, un groupe qui était animé par Serge Bosset, qui est aussi un compositeur de musique de film et qui est entre autres la personne aussi qui m'a fait commencer l'éveil musical quand j'avais 6 ans, quoi. Donc vraiment c'est une grande histoire. Et donc il m'a dit mais viens dans ce groupe, tu vas voir, on chante de la variété, viens si tu veux, quoi. Et je suis arrivée là et en fait j'étais à fond, quoi, parce que je voyais toutes ces filles qui chantent. Alors elles étaient un peu plus âgées que moi et elles chantaient, elles arrivaient avec leurs chansons, elles demandaient à Serge de les accompagner et je me disais mais c'est génial, c'est ça que je veux, parce que moi à l'époque j'avais des CD karaoké avec du son un peu pourri, quoi. J'avais jamais eu un pianiste qui m'accompagnait, quoi. Voilà. Et la variété, ça vous a attiré ? Vous l'avez découverte à ce moment-là ? Oui, puis j'étais déjà bien fan. J'avais tous les karaokés de Céline Dion, Lara Fabian. J'étais déjà fan, quoi. Voilà. Et les karaokés, en même temps, on l'oublie. Il y a eu un premier karaoké en 64. C'était les Biscuits l'Alsacienne qui avaient fait des 45 tours karaoké avec France Gall, Johnny, Claude François. Et ça avait fait un tabac à l'époque. Ah oui, moi c'était mon cadeau favori, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait un cadeau à faire, je demandais des CD karaoké. J'étais tellement contente. Et vous aviez des artistes préférés ou tout était bon ? Alors Céline Dion, c'était vraiment c'était le Graal, quoi. Ensuite, je me souviens que mes parents m'achetaient aussi les tubes des années 2000, 2001, 2002. Il y avait ça, donc je me retrouvais avec des chansons que j'écoutais en radio, quoi. Et c'était rigolo. Alors, des chansons en radio, mais on va en écouter d'autres. Celle de votre album avec une autre date, le 18 décembre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Anne Silla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anne Silla, nous parlons de cet album Madeleine, 12 chansons qui sont vos Madeleines, mais qui sont aussi les Madeleines de celles et ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde les connaît, au moins la première phrase, et qu'une nouvelle génération va découvrir. Donc, 18 décembre 2022, le Trianon à Paris, c'est une date importante pour vous. C'est une date importante, puisque c'est la date en fait on va dire de la fin de la tournée de l'album précédent et peut-être du début de la prochaine aventure, je pense. Donc voilà, je suis très contente d'être au Trianon. Je suis vraiment heureuse et reconnaissante de travailler avec les musiciens que j'ai sur scène, les techniciens et les personnes avec qui je bosse, parce qu'on passe vraiment une super tournée. Alors comment s'est passée la tournée justement ? Oh, c'est génial. Je suis
vraiment, vraiment reconnaissante. J'ai la possibilité d'avoir des musiciens qui jouent en vrai. Alors bon, c'est bizarre de le dire, mais je le dis. Oui. Puisque de plus en plus maintenant, c'est des bandes enregistrées sur lesquelles on joue. On fait encore un peu des karaokés en fait. En ce moment. Préférer une bande de copains, quoi. Et moi, je préfère des gens qui jouent pour de vrai parce qu'on peut faire un concert différent ce soir de demain soir. Et c'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait de l'improvisation. Je veux que ça vive, quoi. Je veux que ce soit vivant, un petit peu comme l'album en fait. Je veux qu'on sente que c'est quelque chose de réel, quoi, et qui est pas aseptisé et qui est pas complètement figé au millimètre près, quoi. Oui, et parce que justement il y a des musiciens en direct, le public vous écoute plus facilement. Oui, et puis je pense que ça permet de la musique qui est quand même de meilleure qualité. Alors je sais pas après comment les gens le perçoivent, mais c'est vrai qu'on a vraiment des beaux retours et on s'éclate. Ça nous permet de chanter avec les gens, ça me permet d'aller dans le public, ça nous permet d'improviser, de faire des choses qui étaient complètement imprévues, et c'est ce que j'aime le plus, quoi. Et ça, c'est l'école américaine que vous avez appris à New York dans les petits cabarets, Anne-Silla. Bah peut-être, peut-être que c'est l'école américaine. C'est aussi peut-être l'école avec le groupe Évasion, le groupe de chant du monde avec qui j'avais commencé quand j'étais très très jeune. Mais c'est vrai que j'ai besoin que ce soit vrai, quoi. J'ai besoin que ce soit réel. J'ai pas envie de chanter sur des bandes son, quoi. Et à New York, vous chantiez dans les cabarets avec des musiciens. À New York, oui, c'était dans des clubs. Alors beaucoup de clubs de jazz, en fait. C'est là où j'allais quand j'avais 20 ans. C'est là où j'ai découvert un petit peu le jazz, l'improvisation, le fait d'arriver, de pas savoir ce qui va se passer, de décider de la chanson ensemble et puis de la jouer 2 minutes plus tard. Et j'adore ça. Et en tournée, le public est calme et vous écoute. Le public est calme, le public chante beaucoup à la fin, parce que j'essaye de les faire chanter, mais c'est vrai que les gens sont très attentifs, et puis moi, ça me touche beaucoup le silence aussi et l'écoute. Voilà, c'est un contre-exemple que vous chantez dans cet album avec Qui saura. Vous, mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur, lui, renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Une chanson de Richier Poveri adaptée par Michel Jourdan, un des premiers succès de Mike Brandt. Et sur scène, moi je l'ai vu, je peux vous assurer que il y avait du bruit. Hein. Ah oui? Ouais, les fans étaient hystériques, elles se déchaînaient. Ah oui. Il n'en pouvait plus, parce qu'il se cachait partout. Et un jour, il me racontait qu'il était obligé de changer de téléphone tous les 10 jours et que les fans trouvaient quand même son numéro de téléphone. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Ah oui, d'accord. Pourquoi cette chanson? Alors, ça fait partie des chansons qui ont été que j'ai choisies vers la fin, en fait, de la création de l'album. Elle me paraissait importante parce qu'elle revenait beaucoup, en fait. Quand je posais les questions aux gens, dans les listes, ça revenait tout le temps. Qui saura, qui saura, qui saura. Moi, je la connaissais moins bien. Je me souvenais vraiment je me souvenais de la mélodie, évidemment. Et en fait, je me suis dit, le problème, c'est qu'elle est tellement... c'est un peu pareil que celle de Renaud, elle est tellement connue dans sa version originale que... De Mike Brandt. Ouais, dans la version de Mike Brandt, comment la reprendre et en faire quelque chose. Et pour le coup, celle-là, j'ai décidé de suivre un peu Mike Brandt, quoi. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire une version qui est juste un tout petit peu plus moderne, quoi, mais qui ressemble à la version de Mike Brandt. Surtout qu'il avait une voix très très forte, oui. Mike Brandt. Qu'est-ce que vous pensez de la voix de Mike Brandt? C'est vrai que c'était... en fait, ce qui est particulier dans cette chanson, c'est qu'elle module toutes les 5 secondes, quoi. Ça module, ça module, ça module. Et c'est vrai qu'il a une facilité déconcertante à la chanter, quoi. En fait, il avait été repéré parce qu'il jouait dans un orchestre en Israël par Carlos et Sylvie Vartan qui étaient en tournée. Carlos était le secrétaire de Sylvie. Il vient un jour à Paris et il est encore venu. des choses imprévues, impromptues. Non, c'est encore pire parce qu'il arrive à Paris. Il appelle de l'hôtel Carlos, ça répond pas. Il dit je le verrai jamais. Il repart à Orly. Il essaye un dernier coup de téléphone avec un jeton. Carlos répond. Il revenait de tourner et c'est comme ça qu'il est bien et que sa carrière a commencé. C'est dingue, c'est dingue. Franchement, tout ça devrait être vraiment dans des livres, mais juste les petites histoires de rencontres et comment tout a été, tout a changé, quoi, pour la vie des gens, dans la vie des gens. Et en toute immodestie, je travaillais avec Philippe Bouvard et j'ai fait la préparation de la première interview de Mike Brandt. Ah oui? Il ne parlait pas un mot de français,
Je vous dis que c'est pas facile, l'anglais à peine, il parlait hébreu, je connais pas l'hébreu, et sa première chanson, les paroles, il les avait mis en phonétique sur sa main pour pouvoir la chanter. Ah oui. Voilà, c'est fou, hein. Il était gentil? Le plus gentil de la Terre, Oh. très timide, quelqu'un d'assez renfermé. On n'aurait jamais imaginé qu'il saute par la fenêtre comme Ouais, ça, ouais. mais en même temps, il était très perturbé par son succès qu'il n'imaginait pas, qu'il n'attendait pas. Mhm. Donc vous devriez écouter le reste des chansons de Mike Brandt. À mon avis, il y a d'autres choses à faire. Alors, il y a quand même dans ce disque une diversité de voix, parce que Mike Brandt, c'est très fort, et le temps de vivre, c'est autre chose. Ils nous disent la certitude que tout peut changer. Un jour vient, je suis là, je n'attends que toi. Le temps de vivre de Georges Moustaki. Là encore, c'est pas tout à fait la même voix, Anne Silla. Non, mais quelle chanson Oui. extraordinaire. Vraiment, la version de Moustaki. C'est pareil, il fallait changer tout parce que c'est trop beau. Et alors ça fait vraiment partie des chansons que mes parents écoutaient aussi, donc que j'ai entendu à 1000 fois. Mais cette chanson me touche. Enfin, quand j'écoute cette chanson encore aujourd'hui, ça me touche comme la première fois. Je sais pas comment dire. Elle a quelque chose de tellement puissant. Et puis quand on sait le contexte. En fait, il y a des gens qui pensent que c'est une chanson d'amour. Non, c'est une chanson de révolte. Oui, voilà, c'est une chanson de révolte. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve ça presque beau qu'elle puisse être considérée, qu'elle puisse être prise de différentes façons, en fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une chanson d'amour, et puis en fait, on apprend que c'est tout le contexte. Mais je trouve elle est puissante, cette chanson. Vraiment, c'est une de mes préférées aussi. Et je ne savais pas si vous le savez, effectivement, Georges Moustaki, c'était un surnom. Vous avez chanté Beko, qui était Monsieur 100 000 volts, et lui, il se surnommait Monsieur 0 volt. 0 volt? Oui. Ah non, je savais pas. Il le du tout. disait sur scène. 0 volt, c'est drôle. Une autre chanteuse mythique aussi, qui est à votre répertoire dans cet album, Madeleine. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales. Pourquoi cette chanson, Anne Silla? Parce que je trouve qu'elle a elle est encore très actuelle, en fait. Je sais pas si c'est pas même le meilleur moment pour chanter ça. Oui. Et en même temps, il y avait aussi l'idée de ne pas faire forcément pareil, des chansons de Dalida qui étaient de pas faire mourir sur scène, quoi, de faire une chanson qui était un tout petit peu plus enfouie. Et moi, j'avais découvert cette chanson aussi dans un film qui s'appelle 8 femmes. Oui. La première fois qu'en fait j'ai découvert cette chanson, parce que j'écoutais pas vraiment Dalida. Et voilà, je la trouve vraiment touchante, en fait. Et j'ai l'impression que qu'on y est encore, quoi, et qu'il n'y a rien de plus actuel que ça, que ces paroles-là, quoi. Oui, et c'était son problème, puisque elle a eu différents amants. Bon, Louis Genko s'est suicidé, presque devant elle. Le comte de Saint-Germain, avec qui elle a vécu, s'est suicidé aussi dans sa voiture. Et puis, le 3 mai 87, ce qui s'est passé en réalité, on le sait maintenant, c'est qu'elle devait dîner avec son amant, qui était un médecin prénommé Michel. Il annule à la dernière minute ce dîner. Elle est désespérée. Elle ne veut pas vivre seule. Et on sait ce qui s'est passé le lendemain et ce que personne n'attendait. Elle a quand même fait partir sa femme de chambre pour être tranquille. Ouais. C'était prémédité. C'est vraiment dommage. Et puis, dans cet album, il y a une émotion importante avec une chanson que vous avez du mal à interpréter et quelquefois vous vous trompez dans les paroles. Ah oui. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Pour les anciennes de l'école, devenir une idole, je veux que toutes les nuits, essoufflées dans leur lit, elles trompent leur mari dans leurs rêves maudits. Puis après, Et cette chanson, c'est l'émotion maximale pour vous, Anne Silla.
Bah oui, puis c'est surtout que je m'y attendais pas à cette chanson. C'est vraiment la surprise de cet album. C'est un peu la surprise pour moi aussi. C'est une chanson que j'ai entendue, que j'aimais pas forcément. J'étais pas très attachée à Balavoine. En tout cas, je connaissais pas très bien. Et puis il y a eu tout ce qui s'est passé avec cette télé, cette surprise à Pierre Palmade, et puis le fait qu'il décrive la chanson de telle manière que quand je l'ai commencé, j'ai enfin compris ce que j'étais en train de raconter, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'elle me touche pas mal. Et quand je suis pas tout à fait dans mon assiette, j'ai du mal à la chanter. Mais c'est vrai qu'aussi j'ai du mal à la chanter à 8h du matin. Oui, mais pourquoi justement elle vous touche, cette chanson, Anne-Silla ? Parce que c'est vraiment, comme avait dit Pierre, en fait, dans l'émission, c'est une chanson qui raconte exactement ce par quoi passe un artiste, quoi. Et je crois qu'en fait, ce que raconte cette chanson, qui est peut-être pas forcément décrit par tout le monde, c'est que on a tellement à un moment c'est ce qu'il dit, il a tellement envie d'être aimé que quitte à être détesté, il voudrait bien être aimé, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est dingue, et c'est triste en même temps, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont eu ce problème-là. C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais la plupart de la vie, la plupart des vies des artistes dont on parlait se sont finis pas très bien non plus, quoi. Et c'est étrange. En tout cas, lui, c'était sa dernière chance, cette chanson. En fait, il était choriste au départ de Catherine, qui est sa fiancée. Et ensuite, il fait un album qui s'appelle Les Aventures de Simon et Gunther, qui est fabuleux. Et ça mêle le rock progressif, la musique classique. 20 000 exemplaires vendus, alors qu'ils avaient fait une promotion pour en vendre 100 000. Donc, Eddie Barclay lui dit, c'est ta dernière chance. Si cet album ne marche pas, tu arrêtes. Et lui est décidé à arrêter la chanson. Et en quelques heures, il écrit Le Chanteur. Et ça devient un classique, ce qu'il n'imaginait absolument pas. Après, il va se manifester par d'autres choses, notamment en politique. Il y a son interview avec Mitterrand à la télévision, Mitterrand candidat, qui est resté célèbre. Et puis, il a disparu tragiquement alors qu'il ne devait pas monter à bord de l'hélicoptère. Ça s'est décidé en dernière seconde. Et Balavoine, c'était pas au départ votre tasse de thé. Disons que je connaissais pas bien. Je pense que pour le coup, c'est quelqu'un que mes parents écoutaient pas forcément. Et puis bon, j'étais attachée un peu aux artistes auxquels étaient attachés mes parents. Et donc je connaissais pas bien. J'ai appris à découvrir, et j'ai surtout découvert là en l'interprétant. C'est ça qui est marrant, et c'est ce qu'a dit Pierre très justement. Il a dit, c'est une chanson qu'on entend, qu'on écoute, qu'on connaît, et puis un jour on se retrouve à la dire, et en fait quand on la dit, c'est plus la même chose, quoi. Un dernier point, c'est que je sais que vous avez dédicacé les précommandes de cet album, ce que Matt Pokora a fait aussi. Ah oui. Pourquoi ? Ça, c'est un travail de fou aussi. Oui, mais parce que je considère que il y a... Enfin, précommander un album, c'est très rare aujourd'hui. Et j'avais envie de remercier les gens pour ça. Donc oui, je les ai tous dédicacés. Eh ben, c'est moi qui vous remercie pour cet album qui va toucher celles et ceux qui ont connu ces chansons et celles et ceux qui vont les découvrir. Ben, j'espère. Continuez comme ça, Anne-Silla. Merci beaucoup, Jacques. Merci. À bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.